Récemment, j'ai pris la décision de faire retirer mon stérilet en cuivre que je portais depuis 2 ans. D'ailleurs, à ce sujet, il y a 2 vidéos sur ma chaîne que je te mettrai dans la description qui parlent de la pose, etc., de pourquoi j'ai fait le choix de cette contraception et tout. Donc si tu veux les voir, libre à toi de le faire. Et j'ai décidé, donc pour des raisons que je vais expliquer aujourd'hui, de me le faire enlever. J'ai pris rendez-vous et tout, classique, pour procéder à l'extraction du dispositif. Et pour finir, j'ai annulé mon rendez-vous tout simplement parce que je l'ai enlevé moi-même et je voulais te parler de cette petite expérience qui objectivement n'est pas si incroyable que ça et je vais t'expliquer pourquoi, mais symboliquement ça a eu vraiment du sens pour moi de faire ça comme ça et ça m'a aidé à avoir des réflexions qui me réconcilient avec moi-même et notamment avec mon intimité physique. Donc voilà, je vais un peu t'expliquer tout ça, mais avant toute chose, je tiens à insister sur le fait que je n'ai aucun savoir médical, je ne suis pas une professionnelle de la santé, je ne suis ni médecin, ni aide-soignante, ni rien de tout ça. Du coup, cette vidéo, c'est vraiment un partage d'expérience qui n'incite personne à faire comme moi. Si c'est quelque chose que tu as envie d'essayer par toi-même, je te conseille vivement de demander conseil à la personne qui s'occupe de ta santé gynécologique. Mais surtout, garde bien en tête que mon expérience n'est pas représentative de tous les cas de figure possibles. Il y a des personnes pour qui ça peut mal se passer, pour plein de raisons différentes. En l'occurrence, là, on m'avait expliqué sur Insta, une des personnes qui me suit m'avait dit qu'elle avait essayé de le faire il y a quelques années et en fait, son stérilet s'était coincé dans la chair utérine et du coup, elle a dû finir aux urgences et tout. Enfin bref, ça peut ne pas être aussi simple que ce que je vais raconter ici. Enfin bref, tout ceci étant dit, on va commencer avec le premier point de cette vidéo qui est pourquoi j'ai eu envie de faire retirer mon stérilet. Avant même d'avoir l'idée de le retirer moi-même, hein, juste de base, qu'est-ce qui fait que j'en voulais plus. Il y a 2 raisons à ça. La première, c'est que j'ai été en couple avec un homme cis pendant 4 ans et je suis actuellement célibataire depuis 2 mois. Pendant cette relation, j'avais un risque de grossesse non désirée, donc forcément il fallait que je trouve un moyen de contraception autre que la capote parce que voilà, c'était une relation suivie avec un partenaire régulier et exclusif pendant longtemps. On était ok sur la santé sexuelle de chacun et tout, donc on était partant pour utiliser ce genre de contraception comme le stérilet en cuivre. Ça s'est très bien passé, je trouve que c'est une solution pratique, économique, avantageuse dans la mesure où t'as pas besoin d'y penser, une fois qu'il est dedans, c'est bon, c'est fini, tu l'oublies. Et même si ça s'est pas très bien passé au début pour plusieurs raisons que j'expliquais dans ma vidéo sur la pose du stérilet, etc., disons que grosso modo, à part ces complications au début, le reste a été plutôt satisfaisant. Donc vraiment, j'ai rien à redire là-dessus. Sauf que maintenant, du coup, même si j'avais des relations qui risquaient de me provoquer une grossesse non désirée, j'utiliserais systématiquement une capote. Donc je pars du principe qu'à partir du moment où préservatif il y a, j'ai pas besoin d'avoir une autre contraception à côté. Je sais qu'il y a des personnes qui aiment bien utiliser les 2 méthodes pour être sûre à 100% de pas tomber enceinte, et en plus de ça, en utilisant la capote, de ne pas choper d'infections sexuellement transmissibles. Mais moi, personnellement, je pars du principe que si j'ai des relations dans lesquelles j'utilise la capote, j'ai pas envie de me coltiner à côté cette contraception interne parce que j'ai quand même des effets secondaires, notamment pendant mes règles, qui sont assez désagréables et si je peux m'en passer, tant mieux. Donc ça c'était pour la première raison. Et la deuxième, c'est tout simplement que je suis dans un processus actuellement, que je t'expliciterai dans une prochaine vidéo, dans lequel en fait j'ai décidé de dédier ma vie amoureuse et sexuelle exclusivement à des femmes et donc ça règle en très grande partie le problème. Certes, il est possible que j'ai des relations avec des femmes qui peuvent me féconder, mais dans ce cas-là, on revient au petit 1, c'est-à-dire que j'utiliserai du coup des capotes dans ces cas-là, mais sinon, pour les autres cas de figure, c'est plus une question qui se pose, la question de la fécondité. Ce qui m'arrange grandement, donc voilà, là c'est pas tout de suite le sujet, le pourquoi j'ai décidé de me focaliser sur les femmes, etc. Mais il y aura une prochaine vidéo ces prochains jours dans lesquels vraiment je vais tout détailler, le pourquoi du comment du qu'est-ce, mais ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Donc j'avais pris ma décision d'enlever le stérilet, j'avais pris rendez-vous chez une gynéco pour me le faire retirer, et comme tu le sais sûrement si tu as vu mes vidéos à ce sujet, je n'ai pas une très bonne expérience dans les cabinets gynécologiques, je ne m'y sens pas très à l'aise. Heureusement maintenant je suis plus apaisée avec ça et je suis en processus de trouver une praticienne vraiment beaucoup plus bienveillante que celle que j'ai connue avant, etc. Donc mon but ici c'est pas de faire peur aux gens et de leur dire de pas aller chez le gynéco, vraiment pas, c'est juste que moi pour le coup j'ai vraiment
quelques appréhensions à l'idée de faire ce genre de consultation à cause de certains événements qui sont arrivés et qui m'ont un peu traumatisée quand même. Du coup, j'avais parlé de ça sur Insta et j'avais dit que j'avais pas hâte du tout de le faire, ce à quoi m'ont répondu beaucoup de personnes en me disant « mais t'inquiète, le retrait c'est rien du tout, c'est vraiment moins douloureux que la pause, moi j'ai rien senti, etc. » Donc vraiment j'ai eu beaucoup de retours assez rassurants là-dessus et j'étais là « ah trop cool, ok, bon bah ça m'a un peu calmée » et j'étais ok avec l'idée d'y aller sans problème. Et il s'avère que c'était un lundi, je crois, je suis allée chez ma psy parce que je continue du coup ma thérapie de base et j'y allais en mode tout va bien, la vie est belle, franchement je me sens plus du tout dépressive, je ne ressens plus du tout d'anxiété, vraiment je me sens tellement mieux, je crois que je n'ai plus besoin de thérapie, donc j'y allais vraiment tout sourire en mode vous inquiétez pas, on peut se voir moins et tout et tout. Et il s'avère en fait pendant la séance que j'étais un petit peu en train d'esquiver un sujet que ça fait 2 ans que je laisse de côté alors que c'est un sujet super important pour ma guérison de base et pour notamment la guérison des traumas. Qui est le sujet des traumatismes sexuels puisque en presque 6 ans en avril, ça fera 6 ans, en presque 6 ans de thérapie avec elle, je n'ai jamais vraiment abordé la question de la sexualité en tant que telle, de tout ce que j'ai vécu en termes d'expériences négatives sur le plan sexuel qui m'ont énormément influencée et qui ont créé beaucoup de souffrances chez moi, qui sont peut-être aussi à l'origine en partie de pourquoi j'ai fini par partir en couille totalement l'année passée. Et du coup, il y a 2 ans, je lui avais évoqué le fait que peut-être il fallait qu'on fasse une thérapie axée sur mes traumatismes sexuels, qui n'avait rien à voir avec mon copain de l'époque, hein, donc le fameux mec avec qui j'étais pendant 4 ans, mais qui venait de bien avant tout ça, de mes toutes premières relations, etc., avant lui. Et en fait, j'avais juste balancé le dossier sur la table comme ça, j'avais évoqué 2-3 trucs, et après, en fait, vraiment, je suis tombée dans une méga dépression, et puis j'avais vraiment mes troubles anxieux, notamment le TAG, qui était en train de me bouffer la vie, et donc il fallait agir vraiment sur le ici et maintenant pour m'aider, en fait, à ne pas faire de bêtises avec moi-même. Donc ça, normalement, tu l'as suivi si tu regardes mes vidéos régulièrement. Et donc, le sujet trauma sexuel a été mis dans un fond de tiroir, j'ai plus voulu en parler, je l'ai évoqué dans des vidéos, j'ai fait par exemple une vidéo sur une agression sexuelle que j'ai vécue avec un masseur que j'avais détaillé et tout pendant assez longtemps, mais avec elle j'ai pas fait le travail de vraiment revenir en termes de vécu émotionnel, en termes d'introspection sur ces événements-là qui en fait encore aujourd'hui influencent beaucoup mon comportement sexuel. Et d'ailleurs, ce sera aussi le sujet d'une prochaine vidéo, qui, je le pense très fortement, sont à l'origine de mes troubles du comportement alimentaire. J'ai fait vraiment un lien comme ça, foudroyant en thérapie, où je me suis dit, oh, ça me paraissait évident en fait qu'il y avait un lien entre mes traumatismes sexuels et mes troubles du comportement alimentaire. Donc en fait, c'est un vrai sujet qui pèse beaucoup dans la balance et que en soi, je n'ai pas du mal à aborder. Parce que quand j'en parle comme ça ouvertement, je pense que c'est super utile et que ça fait du bien d'en discuter entre nous, etc. Mais au sein du cabinet de ma psychologue, j'ai très peur parce qu'en fait je sais que c'est pas le même procédé, je sais qu'on va pas faire le même travail que quand j'en discute juste avec une amie ou que j'en fais une vidéo sur internet. En fait, j'ai pas le même engagement, je crois. Parce que quand je suis avec ma psy, je sais qu'on va aller vraiment dans le fond des choses, qu'on va me replonger, en fait, dans certaines choses que je refuse catégoriquement de revivre, mais qui, je pense, sont super nécessaires pour passer à autre chose et pour arrêter de souffrir à cause de ça. Bref, donc 2 ans sont passés entre le moment où j'ai commencé à dire qu'il fallait qu'on discute de ça et le moment où j'arrive chez ma psy pour lui dire « mais tout va bien, vous inquiétez pas, vraiment, on s'en fout, la vie est belle, etc. » Et ce qui se passe en fait lors de cette séance, c'est qu'elle me dit, elle me parle même pas de sexualité, hein, elle évoque même pas ça, elle me parle juste de mon corps. Et elle me dit, écoutez, je suis très contente de voir que vous allez mieux, ça se voit, vraiment que du positif et tout. Cependant, j'aimerais que vous me parliez un petit peu du coup de votre rapport à votre chair, comment vous sentez les choses physiquement, etc. Et en fait, juste avec une question comme ça qui parlait du corps en général, eh ben, je me suis mise à pleurer, j'ai commencé à avoir des flashbacks et des souvenirs et tout à nouveau sur le plan de l'intimité, etc. Et je me suis rendu compte qu'en fait, oui, j'allais mieux. Ça veut pas dire que tout ça va être effacé à cause de ces souvenirs douloureux, mais
que ça me hante encore et que j'aimerais que ça ne me hante plus en fait. En effet, c'est réel que je vais beaucoup mieux et que je suis très heureuse et que je kiffe ma vie et tout, mais que ça se concentre beaucoup sur le rationnel, l'analytique, le cerveau, et que en fait je suis encore assez coupée de ma relation avec ma chair physique. Et ça, j'en avais parlé à nouveau, je n'arrête pas d'évoquer d'autres vidéos, mais je te les mettrai toutes dans la description. J'en avais parlé dans une vidéo où je parlais de ma prise de poids, etc., où je t'expliquais que j'avais l'impression d'être à côté de mes pompes tout le temps, de ne pas vivre dans ma chair, etc. Enfin bref. Tout ça pour dire que en sortant de cette séance de psy, je me suis rendu compte qu'en fait, j'avais été un peu dans le déni encore de cet aspect-là de ma vie et que je voulais pas que ça continue d'être un boulet. Parce que j'ai peur en fait que ça ressurgisse et que ça continue en fait à popper comme ça dans les moments où ça va pas. Tout ça pour dire que en sortant du cabinet de ma psy, je me suis dit que j'étais super fière de moi et très reconnaissante en fait d'avoir autant persévéré et d'avoir fait tout ce chemin. Mais en même temps, j'étais un peu déçue de moi-même parce que je m'étais rendu compte que, en effet, j'esquivais à mort cet aspect-là de ma thérapie et qu'il fallait vraiment que je le prenne au sérieux. Je pense que oui, c'est possible de vivre des trucs pas cool, de les mettre aux oubliettes et que voilà, on s'en fout, ça n'a plus d'importance aujourd'hui. Mais en ce qui me concerne, cet aspect-là, je ne peux pas le mettre de côté. Ça a encore beaucoup trop d'importance dans mes interactions actuelles, ça a eu de l'importance dans mon ex-relation aussi, etc. D'ailleurs, mon ex m'a tellement aidée et m'a tellement réconciliée avec tellement de choses de mon intimité, je lui en serai à jamais reconnaissante, vraiment, genre Dieu merci, il était là. Mais voilà, c'est toujours un sujet d'actualité en fait. Même si ça fait partie du passé et même si on parle de trucs qui sont arrivés il y a maintenant 8 ans, tu vois. Un autre détail important à savoir, c'est que j'étais en pleine période de règles et qu'en plus de ça, j'avais recommencé à utiliser une cup. Je n'en utilisais plus parce que justement, j'avais peur que mon stérilet sorte à cause de l'utilisation de la cup, ce qui est pour certaines personnes déconseillé. Je sais qu'il y a des gens pour qui c'est pas un problème, mais moi, dans le doute, je le voulais pas. Et là, comme de toute façon, je pensais enlever mon stérilet, je me suis dit, c'est pas grave, retourne à la cup, c'est super pratique pour moi, en tout cas pour moi, ça se passe bien. Et donc, j'en avais racheté une et j'étais en train de l'utiliser à ce moment-là. Et le lendemain de cette séance de psy, j'étais aux toilettes, jour 2 de règles, donc gros flux, col de l'utérus un peu moins serré que d'habitude, il me semble. Et on m'a dit aussi que pendant les règles, c'est possible que l'utérus soit un peu plus bas que d'habitude. Après, je dis ce que j'ai entendu, peut-être que c'est pas exactement ça. Et donc, je vais aux toilettes, j'enlève ma cup, et en enlevant ma cup, je sais pas pourquoi, sûrement à cause de la séance de psy de la veille, je me suis dit, j'ai envie de sentir l'intérieur de mon corps depuis ma vulve, en fait. Je me suis déjà touchée, hein, je sais grosso modo à quoi ça ressemble. Mais c'est vrai que je n'ai jamais pris le temps de découvrir juste d'un... Mais c'est vrai que j'ai jamais pris le temps de faire cette démarche dans un but purement de découverte. Je l'avais fait avec ma vulve d'un point de vue extérieur, quand j'étais plus jeune, je l'avais regardée et tout dans un miroir, etc. Mais le dedans, je sais pas, j'ai toujours eu comme une aversion en fait à me sentir depuis l'intérieur, ça me fait bizarre en fait, ça me mettait très mal à l'aise, quand bien même j'arrive bien à utiliser la cup et à mettre des tampons, etc. C'est vrai que sentir avec ma propre peau cette partie-là de mon corps, ça m'a toujours fait bizarre en fait. Du coup, disons que en dehors d'un but purement de plaisir, etc., j'ai jamais vraiment pris le temps de me dire ok, pose-toi et essaye de sentir comment c'est dedans. Et même essaye de voir si tu touches ton col de l'utérus, etc. Pour moi, c'était super impressionnant de faire ça. Et là, aux toilettes, je me suis sentie à l'aise de le faire, donc j'enlève ma cup et j'ai eu envie de voir si j'arrivais à toucher le fil de mon stérilet. Et chose super étrange, en fait, je l'ai senti super vite. Moi, je pensais que je devais aller super loin pour atteindre mon col de l'utérus, et en fait, pas du tout. Il était vraiment genre à portée de main, ce qui m'a beaucoup choquée, parce que je sais pas comment c'était possible, mais voilà, il était là. Et j'ai senti le fil pour la première fois du stérilet, j'ai senti mon col de l'utérus, et j'étais dans une démarche vraiment de bienveillance, de douceur, où je me suis écoutée et où je me suis dit, le but ici, c'est d'apprendre et d'apprendre en être... Mais bébé. Et c'était vraiment étrange au départ, mais
fascinant d'une certaine manière parce que j'apprenais la taille que ça avait, la forme que ça avait, la texture que ça avait, je n'avais même pas idée en fait de la longueur du fil de mon stérilet, etc. Et j'étais vraiment très, comment dire, interloquée, j'étais curieuse en fait de découvrir tout ça. Et surtout, j'étais dans une démarche dans laquelle il y avait une relation entre moi et moi, tu vois, c'était pas mécanique comme ça, c'était vraiment genre comme si je prenais conscience, tu sais quand tu te touches comme ça, genre tu peux avoir conscience de ta main qui touche ton bras et conscience de ton bras qui se fait toucher par la main, tu vois ce que je veux dire? Enfin, tu peux autant mettre ta conscience dans ta main que sur ton bras, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Et du coup, c'était un peu ça, tu vois, genre j'avais la conscience qu'il y avait ma main qui avait une action et mon utérus qui recevait une action, en gros. Pour moi, c'est super dur en fait d'avoir cette unité. J'ai toujours l'impression d'être scindée, j'ai toujours l'impression d'être dans une dichotomie profonde et tout, ce qui est à l'origine d'énormément de problèmes chez moi, et notamment de l'anxiété. Et là, il y a comme une sorte de réunion de deux parties de moi, une sorte de... ouais, de... je sais pas comment dire, mais ça se condense quoi, bref. Et tout ce processus en fait, il a duré quelques minutes, je suis même sortie des toilettes, je me suis couchée sur mon lit et tout pour avoir une position plus confortable, et au bout d'un moment j'ai eu une impulsion, une sorte d'instinct comme ça, qui m'a poussée en fait à tirer sur la ficelle du stérilet, parce que vu que je savais que techniquement c'était beaucoup plus simple que la pose, hein. Je prétends pas pouvoir me poser moi-même un stérilet, là pour le coup je crois que ce serait super dangereux, mais là pour le coup vraiment je sentais que c'était possible quoi, je me suis dit au pire si ça fait mal j'arrête tout de suite. Et littéralement ça a duré 2 secondes quoi, le truc est sorti tout seul, j'ai pas eu de douleur, je n'ai rien senti, c'était super étrange quand même comme sensation parce que un truc qui traverse ton col de l'utérus comme ça, c'est pas forcément tous les jours que ça arrive, mais là vraiment, je sais pas, c'était fluide quoi, ça allait tout seul. Et là, je le sors comme ça, et je l'ai à portée de main d'ailleurs, il est où? Il est juste là. Je vais te le montrer du coup, trigger warning pour les personnes qui veulent pas en voir, mais en gros, je l'avais comme ça dans les mains, ça c'est le fil du coup. Bon ça va pas faire le focus, c'est trop petit, mais en gros j'ai tiré comme ça sur le fil, et là le stérilet est sorti, et pouf, il a fait son apparition, évidemment il était plein de sang parce que j'avais mes règles, et j'ai découvert en fait à quoi ça ressemblait. Et ce que je trouve hyper fascinant, c'est qu'en fait c'est juste un petit bout de plastique, genre littéralement c'est juste du plastique, hein, assez souple. Je sais pas si on va voir, mais tu vois là les deux petites tiges en fait elles se rassemblent au moment de la sortie pour pouvoir s'extraire plus facilement. Et donc c'est vraiment juste du plastique avec un fil de cuivre enroulé autour. C'est vraiment juste ça, avec un fil en plastique au bout, genre nylon je crois, ou je sais pas ce que c'est. Et du coup je le sors, je le lave, et j'ai passé, je crois, 1 heure à l'observer et à me questionner sur comment c'est possible qu'un truc comme ça m'empêche d'avoir un bébé, quoi. Et en fait, au moment où je l'ai enlevé moi-même, j'ai eu une sorte de fierté immense. Je sais pas ce qui m'est arrivé, mais genre, j'étais si heureuse en fait d'avoir réussi à le faire moi-même et d'avoir eu cette écoute vraiment profonde de moi-même, c'est-à-dire que je pense que dans d'autres circonstances, dans un autre moment de ma vie, j'aurais pu tellement me faire mal et en avoir eu rien à faire en fait, de m'infliger de la douleur et tout, même à ce niveau-là de mon corps. J'aurais été vraiment dans un truc très détaché et froid et très genre... cru quoi de ma personne, alors que là vraiment c'était pas du tout cette démarche. J'étais vraiment genre hyper attentive à tout ce que je ressentais et j'étais super fière de moi en fait d'avoir fait ça sans danger, sans douleur. Du coup j'ai partagé ça sur Insta, j'ai eu beaucoup de retours, il y a eu des personnes du corps médical, donc notamment des médecins, des sages-femmes et des infirmières qui m'ont écrit pour me dire un peu les points de vue différents, donc soit on m'a mis en garde sur les risques qui pouvaient découler de faire ça. Soit on m'a expliqué qu'en fait il y a carrément des praticiennes qui expliquent aux patientes de le faire elles-mêmes si elles veulent s'enlever le stérilet. Donc voilà, je pense qu'il faut se renseigner auprès des personnes qui s'occupent de toi au cas où, juste pour être sûr. Mais j'ai trouvé ça super intéressant. Je suis tombée sur un article aussi qui parlait de ça et qui critiquait en fait ce qu'on appelle le paternalisme médical, dont je vais te parler juste après. Vraiment...
c'était super enrichissant en fait comme expérience. Je voulais finir cette vidéo avec un petit point paternalisme médical, puisque j'ai eu l'occasion pendant un semestre de suivre un cours sur la sociologie de la médecine, et il y a tout un chapitre sur les relations entre patients et le corps médical. En fait, ce qu'on a vu en cours, c'est que quand on analyse l'histoire de la médecine, on se rend compte qu'en fait il y a plusieurs modèles de relations entre médecins et patients qui ont prédominé en fait selon une certaine époque et une certaine culture aussi. Là en l'occurrence c'était plus axé sur l'Europe. Et on a un modèle prédominant en fait qui a perduré jusqu'aux années 1980 qui s'appelle le modèle paternaliste. Mais c'est pas le seul modèle qui existe, justement je vais te l'expliquer rapidement parce que c'est pas une vidéo de sociologie de la médecine que je fais là tout de suite, mais je trouvais ça intéressant de le mentionner pour comprendre un peu aussi le contexte dans lequel s'inscrit ma démarche. Donc dans ce modèle là en fait ce qu'on peut constater c'est que c'est une relation extrêmement asymétrique entre le corps médical et les patients et les patientes. En l'occurrence, on est dans une idée dans laquelle le médecin, tous les médecins, de façon très universaliste, savent forcément mieux que quiconque quel est le meilleur traitement à administrer à son patient, et on ne remet jamais en question le savoir-faire ni les connaissances du dit médecin. Le patient, dans ce cas de figure, ne donne jamais son avis et ne remet pas en question l'avis du médecin, il se soumet juste à la décision du médecin, point barre, et on ne va pas demander au patient son opinion sur le traitement, etc. Il y a vraiment voilà, ce côté je te dicte quoi faire et toi tu fais ce que je te dis. Grosso modo. Il y a aussi cette idée que il y a un meilleur traitement pour un problème, une pathologie. Alors qu'on sait aujourd'hui qu'en fait, pour une même pathologie, il y a de multiples traitements possibles. Et qu'aujourd'hui, il est plus admis qu'on donne des options au patient et que le patient fasse un choix. Donc on lui donne une dimension peut-être un peu plus active en fait dans le traitement qu'il va utiliser. Alors que dans le modèle paternaliste, il y a vraiment cette idée qu'une pathologie égale un meilleur traitement et que ce meilleur traitement, c'est le médecin qui le connaît. Mais ce modèle-là a été remis en question et aujourd'hui, il a changé. Après, ça dépend, il y a encore certains médecins ou autres personnes du corps médical qui restent beaucoup dans cette idée d'asymétrie et de paternalisme justement, mais sinon on voit de plus en plus en fait des techniques thérapeutiques et des accueils médicaux qui se basent sur d'autres types de modèles, notamment le modèle de ce qu'on appelle la décision partagée ou le modèle de la décision informée. Donc la décision partagée, c'est qu'il y a vraiment une interaction entre les deux parties et en même temps que le médecin, le soignant ou peu importe, le patient va aussi participer à la prise de décision finale. Donc c'est vraiment genre une sorte de conversation dans laquelle les deux personnes sont sur le même plan en termes de prise de décision. Et le modèle de la décision informée, c'est un modèle dans lequel on va privilégier beaucoup plus l'autonomie du patient. Enfin là je mets tout au masculin juste parce que c'est plus simple pour la communication, mais évidemment du ou de la patiente, qui va du coup décider seul. Il y a un échange d'informations qui va être fait, mais évidemment à cause des contraintes de temps et d'argent, on ne peut pas forcément toujours tout expliquer à un patient comme s'il était en cours de médecine et puis qu'il fasse une formation médicale lui-même. Donc forcément c'est un modèle qui peut avoir des avantages mais qui est disons empiriquement qui est difficile à appliquer, et c'est un modèle aussi qui peut ne pas convenir à certains patients qui ont besoin de peut-être plus d'encadrement, qui ont besoin d'être plus guidés et qui ne se sentent pas du tout en sécurité ou à l'aise à l'idée d'être juste avec ces informations-là et de devoir faire soi-même le choix. Donc en fait, disons que ces différents modèles, ils ont tous des pour et des contre. Il y a des modèles qui sont plus obsolètes que d'autres, comme typiquement le modèle paternaliste. On s'est rendu compte assez vite que franchement les points positifs, il n'y en avait pas beaucoup, si ce n'est pas du tout. Mais en fonction des besoins des patients et de leurs croyances et de leur manière d'être tout simplement, disons qu'il faut peut-être adapter la relation pour savoir quelle est la meilleure configuration pour le patient en fait. Voilà, ça c'était un petit point sociologie de la médecine. Je t'invite à regarder du coup l'article en question que je te mettrai dans la description qui parle justement de ça, et notamment en ce qui concerne la santé gynécologique, c'est vrai qu'on a eu beaucoup de controverses en fait de choses qui sont pas ok dans cet univers médical là, des choses qu'on a vues qui vont même des fois à l'encontre des personnes qui subissent certaines choses. Je pense notamment à des
des traitements obstétriques lors de l'accouchement, etc., qui ont été beaucoup dénoncés par énormément de personnes. Donc c'est super important en fait qu'on ait conscience de ces possibilités-là, qu'on sache que nous aussi on a une forme de marge de manœuvre, qu'on peut poser des questions, qu'on peut prendre des décisions soi-même, et aussi qu'on peut se faire confiance, parce qu'en fait je pense que moi, ce qui me rend aussi fière en fait d'avoir réussi à m'enlever mon stérilet moi-même, c'est la notion de confiance en moi, c'est le fait de me dire que je peux compter sur ma capacité à faire des choses pour moi, par moi et dans un objectif de bien-être en fait. Je crois vraiment que ça c'est le début d'une démarche envers moi-même dans laquelle je suis l'habitante de mon corps et je me consacre, je me dédie à mon propre bien-être et je peux avoir de l'aide de la part d'une autre personne, bien sûr, et je vais la demander lorsque j'en aurai besoin, mais c'est avant tout avec moi que ça se passe et je crois que ça se répercute dans plein d'autres sphères de ma vie, notamment parce que avec les troubles anxieux, avec la dépression et avec tout ce qui s'est suivi de tout ça, j'ai créé une sorte de guerre interne. Il y a une guerre civile massive en fait qui a eu lieu dans mon corps et là il y a vraiment ce processus de je me réapproprie ma sexualité, mon corps, mes sensations et c'est super positif pour moi. Donc voilà pourquoi j'avais envie de faire cette vidéo, pour partager toutes ces réflexions. J'espère qu'elle a pu être utile pour certaines personnes. Si tu veux soutenir mon travail pour que je continue à faire mes vidéos de manière indépendante, je t'invite à faire un petit tour sur mon Utip et éventuellement si tu le peux et si tu le veux me faire un don, même si c'est 1 €, ça fait déjà la différence au quotidien pour moi. Donc vraiment merci aux personnes qui le font déjà, ça me touche beaucoup. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. D'ici là, prends grand soin de toi et n'oublie jamais que je t'aime très fort.